Alors, en Irak, il se passe quelque chose en 90, une guerre. Bon, une guerre entre l'Irak et le Koweït. Ce sont des pays frères, des pays même tellement frères que Saddam Hussein, à la suite de beaucoup de dirigeants irakiens, affirme que le Koweït fait partie intégrante de l'Irak et qu'il a été soustrait par les Anglais et par les Américains pour des raisons exclusivement pétrolières. Alors je crois qu'il est nécessaire quand même de faire un petit retour en arrière pour expliquer pourquoi ce pays, l'Irak, quelles sont les raisons qui vont le pousser à agresser militairement son voisin, le Koweït. La raison en est claire. Depuis plusieurs années, une guerre oppose, une guerre terrible qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. L'Irak, présenté à ce moment-là comme le défenseur de la démocratie, et parce que le parti au pouvoir, c'est le parti socialiste basse, n'est-ce pas, de la démocratie et de la laïcité, en quelque sorte, ce qui est rare dans le monde musulman, qui brûle en quelque sorte d'une poussée islamiste contre l'Iran intégriste, révolutionnaire et violent. Et il est vrai que l'Irak a été encouragé à faire cette politique, mais c'est une politique qui l'a ruiné. Et il attend, à la fin de cette guerre, pour relever ces ruines et ces destructions. Des centaines de milliers de morts. Et des centaines de milliers de morts, ces pertes que les pays du Golfe dont il a protégé en quelque sorte la sécurité et même l'existence, participent comme il s'était engagé à le faire. C'est le cas de l'Arabie Saoudite et du Koweït. Or, il se produit là quelque chose d'essentiel sur lequel j'attire l'attention de tous. C'est que les États-Unis vont pousser le Koweït et l'Arabie Saoudite, qui s'apprêtaient à régler leurs dettes, à une attitude intransigeante. Et c'est en quelque sorte pris à la gorge que Saddam Hussein et les Irakiens vont attaquer l'Irak. Et l'envahir le Koweït, pratiquement sans combat, il faut le savoir. Bon. Et d'ailleurs, préalablement, Saddam Hussein pouvait se croire autorisé à le faire par les maîtres de la région, c'est-à-dire par les Américains, puisque au Sénat américain au mois de juin, le secrétaire d'État avait déclaré que l'Amérique n'interviendrait pas dans le cas où il y aurait un conflit dans cette région du monde. Et que, quelques jours avant que les armées irakiennes n'envahissent le Koweït, Madame Gillespie, ambassadeur américain, spécialement dépêché à Bagdad, déclare à Saddam Hussein qu'ils suivent la même politique, à savoir, il n'y aura pas de réaction américaine. Or, ceci est dit à Saddam Hussein au moment où, depuis plusieurs jours déjà, se mobilise l'armada des Marines aux États-Unis. Autrement dit, j'accuse de la façon la plus formelle les États-Unis, comme en d'autres circonstances de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir tendu un piège à l'Irak, piège dans lequel l'Irak est tombé, ceci pour justifier. L'Amérique a toujours besoin de justifier son agression, et qu'elle présente toujours d'ailleurs comme la défense du droit, de la civilisation, de l'honneur et de la vertu. Et comme il n'est pas évident que l'Amérique ait le droit de faire la guerre, c'est d'ailleurs ce que le pape dira, n'est-ce pas, que la guerre est injuste. Mais comme le Sénat se fait tirer l'oreille, eh bien, avec la complicité de George Bush, on va monter une abomination, c'est-à-dire qu'on va raconter que les soldats irakiens, en prenant Kuwait City, beau nom pour une capitale arabe, beau nom arabe de capitale, n'est-ce pas, mais ont sorti de leur couveuse des dizaines de bébés et les ont massacrés. Pour les gens qui connaissent un peu le monde des armées régulières, qui connaissent aussi le sentiment qu'ont les Arabes et beaucoup d'hommes à l'égard des enfants, évidemment l'accusation est tout à fait monstrueuse et invraisemblable. On voit quelquefois des férocités de ce type, mais quand la tension des combats a atteint des représailles un niveau ou des représailles, là il n'y a pas de résistance.
Or, ceci est une forgerie qui sera avouée plusieurs mois plus tard par l'Officine américaine de relations publiques qui avouera avoir monté cela avec des faux témoins, à savoir la fille de l'ambassadeur du Koweït qu'on verra pleurer à la télévision. Se présentant comme une nurse. Se présentant comme une nurse qui a assisté au massacre, et le médecin-chef de l'hôpital qui affirmera avoir été ligoté et impuissant, avoir assisté à la monstruosité. C'est un dentiste koweïtien de New York. Eh bien, ceci va permettre à George Bush, qui utilisera cet argument dans 5 discours différents, à un moment particulièrement crucial de la crise, d'obtenir du Sénat américain l'autorisation de faire la guerre. Pourquoi faire la guerre ? Pour compléter l'influence déjà considérable dont l'Amérique dispose dans le Golfe Persique, c'est-à-dire à l'endroit où se situe la plus grande partie des réserves pétrolières du monde, qui tient le pétrole du Moyen-Orient, tient le monde. Voilà la vraie raison de l'intervention américaine. Il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention des auditeurs, c'est que c'est exactement le processus de Timisoara, c'est exactement le processus de Carpentras. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire on fabrique un mensonge effroyable qui va littéralement pétrifier d'horreur que l'on répète les populations, que l'on matraque, que l'on fait confirmer par les plus hautes autorités, ouvrez les guillemets, morales du pays. Oui, je voudrais d'ailleurs rappeler là que l'association, comment ça s'appelle? C'est pas Greenpeace, c'est l'autre, l'association internationale humanitaire. Amnesty International. Amnesty International va compter les cadavres de bébés. Eh bien, nous avons compté 183 bébés. Et ce qui me fait dire à ma femme le soir, mais c'est pas possible, toute la population de Kuwait City a accouché le même jour, et tous prématurément, n'est-ce pas? Bon, c'était invraisemblable. Comme à Timisoara, dans mon lit, regardant la télévision, je dis à ma femme, mais regarde, et les cadavres sont cousus, oui, n'est-ce pas? Ma femme avait fait la même réflexion. Alors, mais c'est très important que tout le monde comprenne bien ça et se mette désormais en garde, se tienne en garde contre ce genre d'informations. A priori, il y a en effet mensonge. tout à craindre de ces informations médiatiques qui vous coupent le souffle, n'est-ce pas, qui suscitent l'horreur, et nous parlerons peut-être tout à l'heure du cas de l'extrême droite, car il s'agit là d'une opération de même style, c'est-à-dire destinée à toucher dans notre esprit des ressorts involontaires et incontrôlés, des réactions qui échappent au contrôle de l'esprit et de la volonté. Quoi qu'il en soit, au départ, un énorme mensonge pour justifier, sous la forme de la défense du droit, de la démocratie et des droits de l'homme, la mainmise des Américains, non seulement sur le pétrole koweïtien, mais aussi sur le pétrole irakien. Et de là à sauter sur le pétrole iranien, et puis il n'y a plus qu'à prendre le pétrole libyen et tout sera fait. Or, l'Irak était une des relations privilégiées de la France. Et il faut reconnaître à Jacques Chirac qu'il avait eu ce bon réflexe de nouer avec ce pays qui avait ce que nous n'avions pas, alors que nous avions ce qu'il n'avait pas, des relations tellement étroites qu'il embrassa Saddam Hussein et qu'on écrivit son nom CH'-IRAK, Chirac. Il poussa d'ailleurs la collaboration à un point très élevé, puisque nous vendîmes pendant la guerre Irak-Iran pour 130 milliards lourds d'armement à l'Irak. Et que nous lui fournîmes, la France fournit à l'Irak une centrale nucléaire clé en main aux Irak, que d'ailleurs les Israéliens se permirent, au mépris de toutes les lois internationales et du statu quo du maintien de la paix, de bombarder préventivement, comme s'il y avait
dans cette région du monde des pays qui avaient le droit d'avoir la bombe atomique et des pays qui n'avaient pas le droit de l'avoir. Et accessoirement, d'ailleurs, à la même époque, Israël a fait assassiner l'ingénieur irakien qui était venu en France pour... Voilà. Et il l'a fait assassiner à Paris, dans son appartement. Je m'excuse d'être un petit peu long et discursif, mais c'est nécessaire pour comprendre tout. Puis là s'ouvre la guerre tempête du désert. Tempête du désert à laquelle la France va participer, ce qui motive ma première intervention dans ce débat au mois d'août 90. Je dis la France n'a rien à faire dans cette opération militaire dont je sentais que les dessous étaient à la fois malpropres et malséants. Et la France se devrait, disais-je, de garder une attitude de réserve qui lui permettrait d'avoir dans cette région du monde et dans le monde arabo-musulman une position de médiateur ou de médiatrice et réserver les chances de collaboration que nous avions, surtout avec ce pays qui était un pays ami, encore une fois, et qui avait eu le mérite, avec Saddam Hussein, de sortir de l'orbite soviétique, n'est-ce pas, dans laquelle le général Qassem et le général Aref, monsieur Aref, le président Aref l'avait plongé. Alors, je réserve qu'il va me valoir, bien sûr, les insultes, monsieur Mouillot et toutes les belles âmes, monsieur Noir, monsieur Carignon, vont coller dans leur ville des affiches où on verra monsieur Le Pen serrer la main de Saddam Hussein, mais là aussi, quand c'est Chirac qui serre la main de Saddam Hussein, c'est très bien. Quand c'est le Parti Socialiste qui reçoit le Parti Socialiste de Saddam Hussein irakien au Congrès de Rennes, c'est admirable. Monsieur Hollande a oublié ça, sans doute, quand il a fait son commentaire l'autre jour, mais quand c'est Jean-Marie Le Pen, c'est abominable, n'est-ce pas? Bon. Et puis, là, la guerre va se déclencher. Les Américains vont la mener de manière féroce. Là encore, un mensonge, on dit, c'est la 4e armée du monde. C'est une affirmation dérisoire. Un pays de 20 millions d'habitants qui ne produit pas ses propres armements ne figure même pas dans la liste des puissances militaires de premier rang. Bon. Mais sous ce prétexte va permettre d'écraser non seulement l'armée irakienne, ce qu'après tout on comprendrait, les Américains ayant comme règle de ne pas vouloir perdre un seul homme, et pour sauver un seul homme, étant prêt d'en tuer 10 000. Bon. Mais ils profitent aussi de l'occasion pour démolir toutes les infrastructures de ce pays qui aura fait un réel effort de partage de sa richesse avec son peuple, d'une part, et de promotion. N'est-ce pas? L'Irak, c'est un pays qui est digne de ses ancêtres lointains, en tous les cas qui a la volonté de redevenir digne. Et les pilotes de chasse, et les professeurs de médecine, et les professeurs de droit qui faisaient leurs études à Montpellier, tous ces gens-là témoignent de la qualité intellectuelle et morale de ce peuple qui, de surcroît, est un peuple d'une dignité, d'un courage, d'un sens du sacrifice admirable. Je le dis franchement. Est-ce qu'on peut ajouter en plus que dans un contexte musulman parfois troublé et intégriste, c'est un endroit où les cloches des églises catholiques ou orthodoxo-syriennes sonnent à toute volée le dimanche? Absolument. Il y a 40 églises chrétiennes dans Bagdad. Et j'ai voulu moi-même faire l'expérience de me rendre dimanche midi dans une de ces églises. Il n'y a jamais de problème de ce type. C'est le seul pays arabo-musulman qui se trouve dans une situation comme celle-là. Bon. 3% de chrétiens. Alors, on va donc écraser les cimenteries, les infrastructures économiques. D'une manière que nous avons connue, il faut bien le dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où très souvent les bombardements alliés faisaient plus de dégâts dans la partie civile de la ville que dans sa partie militaire. Bon. Mais c'est une technique, quand on bombarde de haut, même avec, paraît-il maintenant, on voit une cigarette à 20 km et on peut faire ou le nombre de morceaux de sucre dans le... C'est ça. En tous les cas, il y a un fait, les usines de fabrication de poudre de lait sont détruites aussi. Bon. Et à partir de ce moment-là, les objectifs de l'ONU sont atteints. Et au-delà, puisque l'objectif c'était que l'armée irakienne sortit du Koweït. Bon, elle est sortie, elle est détruite, le pays est ruiné,
On pourrait penser qu'on va laisser ces gens-là reconstruire leur pays. Ils ne représentent plus aucune menace militaire pour qui que ce soit, et même plus pour l'Iran, ce qui devrait nous créer relativement un certain souci. Il n'équilibre plus l'Iran. À ce moment-là va commencer une période qui va constituer, selon moi, et je pèse mes mots, un véritable crime contre l'humanité qui dure depuis 5 ans. Car l'ONU va déclencher le blocus, n'est-ce pas, sous le prétexte de recherche d'armement, de destruction massive, qui aurait échappé aux yeux pourtant perçants des satellites américains. Comme je le dis, vous êtes capable de voir un mégot à 20 km, mais bon, bref. Et depuis 5 ans, les commissions de l'ONU parcourent le pays, et chaque fois qu'on oppose la moindre difficulté à leur curiosité insatiable et violatrice, bien évidemment, de l'indépendance nationale et de la dignité de ce peuple. La simple dignité. Oui. C'est le cas aujourd'hui, il y a encore de nouveau un incident. On dit, ah ben c'est pas possible. On s'en va. On s'en va et on poursuit le blocus. Or, il faut savoir que le blocus tue 600 personnes par jour. 600 personnes par jour depuis 5 ans, dont 300 enfants. Pourquoi ? Parce que non seulement il est pratiquement impossible de faire rentrer quoi que ce soit en Irak, et il n'y a pas un seul avion qui se soit posé à Bagdad depuis 5 ans, sauf les avions de l'ONU, depuis 5 ans. Et pour aller à Bagdad, il faut traverser le désert, 1000 kilomètres de désert en voiture. Bon. Et surtout, il leur est interdit d'exporter leur pétrole, qui est leur ressource principale, sinon exclusive. Tout homme comment dirais-je, de cœur ou simplement de simple honnêteté ne peut pas accepter. La deuxième raison, c'est que l'Irak est une zone clé. Géopolitiquement, elle est au centre de ces pays, au centre du Moyen-Orient, région toujours troublée, et d'où peut partir, et d'où sans doute partira, si elle part, la énième guerre mondiale. Donc, sujet à traiter avec beaucoup de prudence. Le régime irakien, il faut savoir que toute l'histoire de l'Irak, qui a plus de 5000 ans, n'est-ce pas, donc, toute l'histoire de ces peuples, qui est un confluent de peuples variés et divers, c'est l'histoire de la diversité et l'histoire des oppositions. Il est certain que s'il n'y avait pas un régime autoritaire, l'Irak éclaterait. C'est le souhait que forment les mondialistes, qui souhaitent, aussi bien en France qu'en Irak, découper les nations en qui elles voient des pierres d'achoppement de leur politique d'unification du monde en plusieurs régions. Or, il y a, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, en Irak, des oppositions entre chiites, sunnites, kurdes, chaldéens, chrétiens, etc. Et que seul un gouvernement autoritaire est capable de les maintenir ensemble. Mais d'ailleurs, y a-t-il dans ces régions du monde c'est la question que j'allais vous poser. Un seul régime démocratique, monsieur de Bekech? Et les régimes démocratiques de nos régions sont-ils réellement démocratiques? Le régime israélien est quand même très démocratique. Oui, il y a des élections, nous le savons. Voilà. Il y a des élections. C'est le seul pays qui, jusqu'à présent, est en tous les cas la pratique des institutions démocratiques. Mais que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, l'Arabie, le Koweït, l'Iran, etc. Nous savons bien qu'il n'y a là, quand elles existent, que des paravents démocratiques. Mais n'est-ce pas le cas non plus de nos pays? De toute évidence, ce qui est en cause là-bas, c'est la liberté des nations et l'indépendance des nations. Je dirais que ce qui se passe en Irak ressemble assez à ce qui s'est passé en Espagne de 1936 à 1939. C'est-à-dire, c'était le laboratoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passe en Irak, c'est l'application des méthodes mondialistes face à une nation que l'on veut courber à l'obéissance
est sous le joug économique. Ce qui est appliqué à l'Irak, la loi du blocus, s'appliquera demain à nous, ou pourra s'appliquer à nous, dans le cadre du développement de la mondialisation des échanges et des productions. Alors, on aboutit, ce qui est logique, à une spécialisation. Les pays sont amenés sur le marché international à produire, et à produire seulement ce qui est vendable sur le marché mondial. Donc à renoncer à toutes les parties dont l'équilibre crée l'indépendance de ressources. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la mondialisation, les pays deviennent de plus en plus vulnérables dans leurs échanges internationaux. Et qui tient l'échange international tient en quelque sorte tous ces pays. Mais on emploie souvent le mot embargo. L'embargo, c'est quand on retient des matières premières ou des produits, des armes par exemple, de son propre pays vers d'autres pays. On frappe d'embargo par exemple. La vache folle. En revanche, le blocus, c'est ce qu'appliquaient les Anglais à la France de Napoléon. Une mesure guerrière. C'est une mesure de guerre. On coupe toutes les entrées. Et quand un pays comme l'Irak, qui est en quelque sorte en avance sur l'évolution mondialiste, c'est-à-dire qui n'a plus qu'une seule ressource unique, eh bien il suffit de lui couper l'expédition de cette ressource unique et on le condamne à mort par la faim, par la misère, par la maladie. Voilà. C'est-à-dire qu'il est incapable de subvenir à ses propres besoins par ses productions, et comme il ne peut plus exporter, il est incapable d'acheter ce qui lui manque à l'extérieur. Et cher ami, je vais vous dire pourquoi, et c'est très intéressant, parce que c'est un laboratoire remarquable. Il se trouve que l'Irak, Mésopotamie, se trouve, vous le savez, entre deux fleuves, en tous les cas, est traversé par deux considérables fleuves, le Tigre et l'Euphrate. D'où le problème que connaissent les poules. C'est ça. Alors il y a beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Et il pourrait y avoir, il y a une certaine agriculture, mais il pourrait y avoir une très forte agriculture. Pourquoi n'y a-t-il pas? Eh bien précisément parce que quand la carotte est à 2 francs le kilo sur le marché mondial, il est parfaitement absurde d'en fabriquer à 20 francs le kilo chez soi. Tant que vous êtes libre d'acheter des carottes à 2 francs le kilo sur le marché mondial. Mais quand vous n'avez plus la possibilité d'acheter des carottes à ce prix-là, vous avez bigrement intérêt à être capable de fournir des carottes à 20 francs le kilo. Et ça, c'est un exemple que les Français feraient bien de méditer, car il y a 2 ou 3 armes mondiales. Il y a d'abord l'arme des armées, l'arme nucléaire, etc. Et il y a l'arme du pétrole, l'arme pétrolière, et il y a l'arme alimentaire. Et nous qui étions un pays d'autosuffisance alimentaire, nous nous laissons dépouiller à la fois par l'Europe, par le GATT, de notre autosuffisance, et nous dépendons de plus en plus, et maintenant presque complètement, des courants d'échange, des multinationales, aussi bien en aval de la production agricole qu'en amont, n'est-ce pas? Et par exemple, les Français savent-ils que le geste protecteur qu'avait autrefois le paysan de mettre 10% de sa récolte de côté pour semer n'est plus possible. Toutes les productions céréalières sont obtenues à partir de productions, de semences de semences hybridées qui ne se reproduisent pas. Par conséquent, on doit recevoir ces semences de l'extérieur si on ne peut pas les recevoir. Il en est de même des engrais, il en est de même du pétrole. Alors j'ai demandé, comme je rejoignais la délégation là-bas, j'ai dit je voudrais bien voir aussi une partie au moins de ce que vous avez vu. Et je suis allé dans les hôpitaux
Et vous savez, vraiment, moi je suis un ancien officier de Légion, j'étais adolescent pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai été officier en Algérie et en Indochine. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas un cœur comme tout le monde, mais ayant le sens de l'intérêt général, je ne me laisse pas toujours toucher par le cas individuel. Vraiment, ça vous arrache les larmes des yeux. Et des gens d'une dignité, personne ne tend la main. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des regards. Il n'y a que des regards. Les médecins sont des médecins de haute qualité. Ils nous disent, écoutez, il n'y a plus d'anesthésique. On opère sans anesthésie. Il n'y a pas d'eau de javel, il n'y a pas de désinfectant. Les catgutes que nous utilisons sont des catgutes chinois qui disparaissent au bout de 2 jours, ce qui veut dire que les opérés meurent et que tout le monde est sous-alimenté. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de viande, et que les machines modernes qu'ils avaient acquises, notamment en France, s'arrêtent les unes après les autres. Quand on arrive au niveau d'usure, et vous savez comme moi qu'une Cadillac neuve, s'il manque le pointeau de carburateur, eh bien elle s'arrête. Eh bien là, par exemple, je prends quelque chose de vécu, l'hôtel. L'hôtel Al-Rachid est un des plus luxueux, un des palaces de cette région. Les draps sont gris, les serviettes de bain sont grises car il n'y a pas de savon et il n'y a pas de lessive. On les foule aux pieds pour les laver. Bon. Au petit déjeuner du matin, je ne parle même pas du café, qui est très au-dessous de ce que j'avais pendant la guerre chez les Gèses, n'est-ce pas? Et il y a 2 tartines de pain avec de la confiture de dattes, car l'Irak est le premier producteur de dattes du monde, heureusement, n'est-ce pas? Rien d'autre. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas évidemment de brioche, rien de tout ça. Et ça, c'est dans un palace de luxe. Imaginez ailleurs. Il faut que vous sachiez aussi que le dinar, qui valait 3,5 $ avant la guerre, on peut l'acheter aujourd'hui. Pour l'acheter aujourd'hui, il faut 1000 dinars. Le dollar. Pour $1. Pour $1. Ce qui fait que nous avons vu un ami, n'est-ce pas, qui est professeur de droit à Babylone, il gagne 4,5 $ par mois. Le directeur du protocole du ministère des Affaires étrangères de Bagdad, qui nous accompagnait pendant notre visite, touche 4,5 $ par mois. 4,5 $, ça veut dire 25 francs. 25 francs, oui. C'est-à-dire que ce qui vient de l'extérieur... C'est hallucinant ce que vous racontez. C'est hallucinant, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Les enfants, les pommes, les bananes, tout ça, les enfants n'ont jamais... Il y en a au marché. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez les familles qui avaient un peu de moyens, un peu d'argent, des objets chez eux, etc. Ben les vendent. N'est-ce pas? On vend un chandelier, on vend un bijou, quand on en a. Et quand on n'en a pas, eh bien, on crève. Oui, car je vous ai dit tout à l'heure qu'il mourrait 600 personnes par jour. Ça veut dire qu'il est mort depuis 5 ans, plus d'1 million de personnes tuées par la politique américaine. C'est pas un tremblement de terre, c'est pas l'éruption d'un volcan, ce n'est pas une guerre effrayante, c'est l'application glacée de doukas économiques et politiques destinés à briser la volonté d'un peuple. C'est pour ça que ça me lève le cœur et que ça m'indigne et que je trouve quelquefois dans cette situation, ce qui peut étonner certains de mes compatriotes, mais ça ne m'indigne que parce que je suis français. C'est vrai qu'il y a des enfants pauvres dans notre pays, mais il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim, de manque de lait, de manque de médicaments. J'ai eu en face de moi la femme d'un ministre qui nous a fait la confidence, ce qui montre d'ailleurs le degré de liberté de la conversation entre hommes et femmes. Elle nous a dit, écoutez, moi j'ai subi une opération gynécologique avec comme ça, seule anesthésie de serrer un morceau de tissu entre les dents.
Comme on faisait autrefois sur les 3 mâts caporniers, où on donnait un coup de maillet et un coup de rhum et un coup de rhum sur la tête des gens à qui on allait couper la jambe. Alors, les enfants, je n'en parle même pas, quand vous mettez à un enfant de 3 semaines un trocard qui a été lavé 200 fois, n'est-ce pas, bouilli 200 fois, qui n'est pas à la dimension de ses petites veines, les larmes vous sortent des yeux, quoi. Mais pendant l'occupation, la France avait eu faim parce que les Allemands emportaient de la nourriture. Mais si les Allemands n'avaient pas emporté de nourriture, la France était autosuffisante. Donc qu'est-ce qui fait que l'Irak aujourd'hui, on a bien compris que rien ne peut entrer en Irak, mais ça veut dire qu'il ne peut pas entrer d'électronique, de mécanique, de produits manufacturés. Serge, pas de crayon. Il n'y a pas de crayon dans les écoles parce que, selon l'ONU, le crayon étant composé de graphite, il y a des mines de graphite, et avec le graphite, on fait des bombes atomiques. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une bombe atomique avec un crayon. C'est le cynisme de ces réglementations. Mais pourquoi ne produisent-ils pas leur propre nourriture? Il y a des vaches en Irak qui pourraient faire du lait, du beurre. On ne construit pas une agriculture capable de nourrir 20 millions de personnes. Je vous ai expliqué que quand vous avez des produits sur le marché mondial, et la France était un très gros exportateur de produits agricoles. La Bretagne en fait quelque chose qui a en particulier la Bretagne, les poulets, etc. Pourquoi produire des poulets à 10 francs quand vous pouvez les acheter 3 francs à l'importation? C'était le commerce international, et la France y trouvait plus que quiconque son avantage, et c'est une des raisons aussi dans l'intérêt mercantile de la France, mais l'intérêt mercantile de la France n'est pas méprisable quand il va dans le sens du progrès, de l'harmonie et de l'élévation du niveau de vie de tout le monde. Quand j'étais gosse, j'étais en classe avec un jeune qui s'appelait Bella, enfin un jeune algérien, français, puisqu'à l'époque c'était la France, qui s'appelait Bellaribi, et dont le père traversait en pleine guerre d'Algérie le bidonville de Nanterre, où il y avait toutes les nuits une dizaine d'assassinats par égorgement. Tous les jours, il allait travailler, et pour traverser le bidonville en sortant, parce qu'il habitait le bidonville, bien entendu, et en sortant de son gourbi dans le bidonville, il affichait toutes ses décorations françaises. Il avait la croix de guerre, la médaille militaire, la médaille. Il avait combattu à Cassino, etc. Et il traversait tout le bidonville de Nanterre avec ses décorations. Et ma mère, qui le soignait, lui disait: mais Bellaribi, ils vont vous assassiner un jour, ils vont vous tuer, vous savez. Bah, ça n'a pas manqué, évidemment, ils ont fini par le tuer. Ouais. Mais ce type savait qu'il allait mourir, et il a fait ça pendant toute la guerre d'Algérie. Voilà, c'est ça pour magnifique. Bien repréciser que les électeurs du Front National sont des gens qui sont des patriotes français, mais le patriotisme français n'inclut pas l'injustice, n'inclut pas le mépris des autres. Il y a une hiérarchie des valeurs, il y a une hiérarchie des sentiments, comme je dis, j'ai mieux mes filles que mes nièces. Ça, je crois qu'il y a mes nièces que mes cousines. Je crois qu'il y a que l'intelligentsia dite intelligentsia française qui croit ça. Il n'est que d'aller dans les pays arabes, moi ça m'arrive, ou d'aller au Maroc, et on peut se dire du Front National, ça vous ouvre des portes plus qu'autre chose. Oui, un auditeur: je suis étranger, je ne me mêle pas de politique en France. Je remercie pourtant tous les Français qui s'élèvent contre le génocide du peuple irakien conduit par les États-Unis. Et il ajoute, ce qui est amusant, France non comprise. Ce qui veut dire que dans son esprit, d'une certaine manière, la France fait déjà partie des États-Unis. Et l'histoire n'oubliera pas l'honnêteté de cette défense. Signé un auditeur arabe. Voilà. Rien de ce que l'on fait n'est inutile. Il n'y a que l'inaction et le silence qui soient criminels. Mais nous avons amené des kits avec on en a amené, je crois, 200 ou 300, avec un cahier, un crayon, un taille-crayon, une gomme, etc. Parce que ce sont des objets précieux, tellement précieux que les étudiants français, on comptait donner ça aux petits-enfants à l'école, mais les étudiants français de l'université nous ont dit: écoutez, est-ce que vous n'en auriez pas quand même quelques-uns pour nous? Parce qu'il n'y a pas de papier, parce qu'il n'y a pas de crayon, parce qu'il n'y a pas de stylo, n'est-ce pas? Alors, les étudiants en droit, ils m'ont dit, ils n'ont même plus de livres en arabe. Ils n'ont plus de livres en français, ni en anglais. Je dis franchement que moi j'ai été adolescent pendant la Deuxième Guerre mondiale,
eh bien, leur sort, notre sort pendant la Deuxième Guerre mondiale, hormis les persécutions et les répressions spéciales, si vous voulez, mais le sort du peuple français était sans commune mesure avec le sort qui est fait en dehors de la guerre, car c'est la paix il n'y a pas l'excuse de la guerre. Non, l'Allemagne était en guerre, elle prenait, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les ressources dont elle avait besoin, mais il faut aussi dire honnêtement, c'est la vérité, que le soldat allemand ne se gobergeait pas et qu'il mangeait un espèce de brouet touillé avec les pommes de terre et la viande à midi. Il mangeait comme chez lui, quoi. Mais vraiment, très modestement, il ne se roulait pas dans le champagne. Ah bah pourtant, on voit bien que vous n'allez pas souvent au cinéma. Je me dois à l'honnêteté de le dire. Je sais bien qu'en disant cela, je risque de tomber sous le coup de la loi Guesso, mais moi, n'importe comment, j'ai toujours dit ce que je pensais, et j'ai dit la vérité quand je l'ai vu et quand j'y crois. Roger Olindre s'est fait prendre un jour ici pour avoir dit dans cette émission qu'il était stupéfait par l'exactitude des soldats allemands qui résidaient dans une caserne de pompiers à côté de chez lui, qui sortaient tous les matins à la même heure, et le lendemain, dans je ne sais plus quel torche-fion de la presse française, il y avait Olindre célèbre l'armée allemande sur Radio Courteuil. Olindre avait pris une mitrailleuse allemande à 16 ans, à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, ce que le rédacteur de l'article en question n'a pas fait, ni probablement son père, ni son grand-père.